Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, dans notre dernier épisode, on avait expliqué le principe de la domotique, et puis dans le cas d'Atizine, on avait dit qu'on allait avoir un invité. Donc, c'est confirmé, c'est Pierre-Gilles, le créateur de la solution Gladys Assistant. J'en avais parlé dans le dernier épisode, et du coup, bon, on va pouvoir un petit peu découvrir cet outil plus en détail. Du coup, la question se pose. Au fait, Pierre-Gilles, c'est quoi Gladys Assistant? Bonjour Thierry, bonjour Sylvain. Donc effectivement, je suis Pierre-Gilles Lesmarie, le fondateur de Gladys Assistant, qui est du coup une solution de domotique open source qui permet du coup d'automatiser son logement et de contrôler un peu tous les appareils connectés qu'on a à la maison. D'accord. D'accord? Ah, donc c'est J'en profite de pour l'open saluer source Sylvain sur lequel aussi. tu développes. Ouais, salut à tous. Écoute, j'interviens après Pierre-Gilles. Tout va bien. Pierre-Gilles, très content de te recevoir aujourd'hui dans l'émission. On va parler bien évidemment de Gladys, hein, des versions, peut-être de l'historique, mais est-ce que toi, tu peux te présenter en quelques mots dans un premier temps? Oui, alors je suis ingénieur logiciel à la base. J'ai fait une école d'ingénieur et je travaille en tant qu'ingénieur plutôt back-end pour des clients en tant que freelance. Euh, et, et voilà. Et voilà, dans le cadre de mon école d'ingénieur, j'ai eu envie de créer Gladys, et donc c'est comme ça qu'est venu ce projet. D'accord. C'était dans le cadre de... Tu avais un projet de fin d'études ou c'est vraiment toi en complément de tes études où tu t'es dit j'ai envie de développer une solution? Alors c'est vraiment moi à côté, en complément. En gros, c'était l'époque où le Raspberry Pi venait de sortir, et j'en avais eu un, et je m'étais dit, il faut absolument que je me fasse un petit projet avec. Et naturellement, c'est venu sur la domotique. Donc j'ai testé des petits capteurs, des petites prises connectées, et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu un logiciel de domotique. Et D'accord. ça date Et pourquoi de quand tu dis? Gladys? Juste, excuse-moi Thierry, je t'ai coupé. Non, Juste vas-y. le nom, je me suis posé la question. Pourquoi Gladys? Alors, je me rappelle plus tellement, mais il me semble que c'est à la maison, ma famille, on avait parlé, on cherchait en fait, pour la petite histoire, en fait, moi, j'étais vachement inspiré de Jarvis dans Iron Man, et Ok, donc je voulais quelque chose qui ait la même consonance que Jarvis, donc Gladys, voilà, on est un peu sur la même fin de mot. Mais par contre, je voulais une voix, enfin, un nom féminin, parce que la voix à l'époque que j'utilisais pour faire de la partie vocale, c'était une voix féminine. Et donc, bah, il me fallait un prénom féminin qui ressemble un peu à Jarvis. Et du coup, Gladys, c'est vous. Il n'y a vraiment aucun rapport avec GLaDOS. Beaucoup de gens me demandent dans Portal, est-ce que c'est ça? Pas du tout. C'est d'accord. vraiment. Et du coup, donc tu disais donc à peu près à l'arrivée du Raspberry Pi, alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le Raspberry Pi, pour faire ça très simple, c'est un tout petit boîtier à peu près taille d'une boîte d'allumettes et qui est comme un mini ordinateur où on peut installer du coup n'importe quel système. On peut mettre du Linux, du Windows, et puis sinon des applications indépendantes. Il y a un système dédié aussi au Raspberry Pi qui existe. Voilà, juste dans les grandes lignes. Les plus technophiles connaissent très certainement le Raspberry Pi. Euh, de tête, du coup, on parle de quoi? La première version du Raspberry Pi, c'était quoi? 2015, quelque chose comme ça? Je me souviens plus, pour être honnête. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, moi, Gladys, effectivement, ça a commencé vers. Non, même 2013-2014 plutôt, je dirais. Mais moi, en tout cas, D'accord. Gladys, mes premières expérimentations, j'ai commencé en 2013. Là, ça n'existait pas du tout, Gladys. C'était vraiment juste moi qui joue avec un petit Raspberry Pi, qui commande du matériel électronique et qui m'amuse dans ma chambre d'étudiant. Ensuite, je commence à publier un peu sur Internet, sur un blog, ce que je fais. Et après, petit à petit, ça dérive vers un logiciel que je commence à développer parce qu'il y a de la demande sur le blog et je me dis, bah, s'il y a de la demande, bah, on va satisfaire cette demande et j'ai envie de lancer un petit truc. Voilà. Ouais, et c'est d'autant plus intéressant que justement, je te posais la question de la date parce que, bon, moi qui m'intéresse pas mal à tout ce qui est domotique depuis des années, milieu des années 2010, on était
tout début. C'est-à-dire que de mémoire, moi, par exemple, les Google Home, les premières que j'avais, ça devait être vers, je dirais, 2016-2017, dans ces eaux-là. Donc les applications type Google Home, Apple HomeKit, etc., dont on a parlé dans le présent épisode, je dirais même n'existaient pas ou commençaient vraiment. Donc quelque part, tu as été finalement précurseur d'une certaine manière. Effectivement, la partie grand public n'existait pas du tout. Alors après, j'étais précurseur, mais pour le coup, il y avait rien qui existait. Donc, c'était plus de la bidouille. C'est-à-dire je me connectais à aucun appareil grand public. Le seul appareil grand public qui existait, c'était les Philips Hue. Parce que eux, c'est vraiment les précurseurs de la domotique, je dirais. Ils ont Mhm. commencé il y a vraiment longtemps. Après, moi, c'était des appareils qu'on achète enfin, sur des magasins d'électronique, quoi. C'est pas vraiment des appareils qu'on achète à Carrefour et que tout le monde peut mettre chez soi, quoi. Voilà, et tu parles Et Philips Hue, donc pareil pour notre public qui n'est pas forcément technophile, Philips Hue, c'est on va dire la marque très connue pour tout ce qui est ampoule connectée, principalement. Après, c'est plus large, mais ouais. voilà, dans les Exactement. grandes lignes. Et je vais poser moi les questions un peu néophytes parce que Thierry est spécialiste de domotique, moi beaucoup moins. Donc tu te lances à un moment où effectivement c'est très peu développé. Donc au regard de tes études, tu as déjà une impétence pour tout ce qui est effectivement informatique et tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je vais basculer et faire quelque chose dans cette solution? Est-ce que c'est vraiment le côté pilotage quotidien de chez toi où tu t'es dit, j'ai quelque chose à faire, j'ai envie de m'éclater? Je me pose toujours la question de comment est venue l'idée au final. Bah, paradoxalement, c'est pas trop le côté j'ai besoin de contrôler des choses chez moi parce que justement, à l'époque, j'étais étudiant, donc chambre d'étudiant de 17 mètres carrés, euh, aucun appareil, enfin vraiment, j'avais rien à contrôler. Donc, j'étais pas du tout le cas de quelqu'un voilà, qui a une maison avec plein d'appareils à contrôler. C'était plus le côté j'avais envie de créer quelque chose. J'aimais bien l'aspect, enfin, plutôt dans ma vie, j'ai beaucoup aimé la robotique et donc j'aimais bien l'aspect. Contrôle des choses automatiques, un peu intelligence qu'on retrouve voilà dans la maison connectée. Et je voulais faire quelque chose, quoi. C'est vraiment ça. D'accord. Et est-ce que tu as été confronté à beaucoup de difficultés dans la construction, des moments où tu t'es dit, oh, j'y arrive pas, ça marche pas, ou il faut que je tente autre chose dans l'histoire un peu de Gladys, ça s'est déroulé comment? Alors, c'était pas on va dire que ce qui était compliqué à l'époque, c'est effectivement que l'écosystème n'existait pas. Là, aujourd'hui, il y a des appareils sur le marché qui sont super. Je veux une prise connectée, je veux une ampoule connectée. Il y a plein de marques qui font plein de produits super avec toutes les gammes de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller chez Ikea, acheter une ampoule connectée à 9 euros et elle fonctionnera super bien, quasiment aussi bien qu'une Philips Hue à 50-60 euros. Donc, franchement, maintenant, il y a une offre qui est énorme, qui n'existait pas à l'époque. Donc, ça, c'était une première difficulté. En fait, ce que je proposais, c'était beaucoup des solutions de bidouille. Et donc, qui dit solution de bidouille dit que quand je le fais chez moi, mais après que je le mets sur un blog, les gens qui essaient de le répliquer, ça fonctionne pas terrible parce que c'est de la bidouille. Et donc, la première version de Gladys, c'est vraiment le début. C'était plutôt, on va dire, des passionnés d'électronique, de bidouille, mais vraiment des gens qui sont là pour s'amuser. Là où maintenant Gladys, on est vraiment sur un public de gens qui ont une vraie maison connectée avec des appareils dans toutes les pièces et on n'est plus du tout sur de la bidouille où je vais demander carrément, où je vais faire des tutoriels où quelqu'un soude quelque chose, quoi. Là, c'est vraiment aller chez Ikea, acheter vos ampoules connectées et vous les branchez et ça marche, quoi. Ouais, ouais, ça a basculé sur du grand public au final, accessible. Exactement. Grand public et aussi professionnel, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser et qui fonctionne à 100%. C'est plus quelque chose qui marche moins bien mais qui est connecté, comme c'était à l'époque. Ok. Et du coup, justement, parce que ta solution, comme on expliquait dans l'épisode précédent sur la domotique, on avait classé, on va dire, les applications en deux domaines. Celles qui étaient, bon, je citais, enfin, je disais que c'était accessible sans installation spécifique. Je citais des solutions comme Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Samsung Things, qui sont, dans le pire des cas, une application installée sur le téléphone, voire même ça intégré. Et puis j'avais dit, après, il y a des applications plus évoluées qui nécessitent une machine dédiée. Donc c'est le cas de Gladys Assistant.
excepté, mais on y reviendra, je pense, à la fin de l'épisode, sur du matériel dédié que tu mets à disposition maintenant depuis, je dirais, quelques années. Mais du coup, justement, donc au niveau matériel, j'imagine qu'au départ, tu as fait un développement sur, j'imagine simplement ton ordinateur, et puis après, tu as fait évoluer ça. Comment ça s'est passé justement pour, on va dire, justement pour l'accès au fur et à mesure grand public? Alors, bah, ça a pris énormément de temps. En fait, il y a eu une vraie bascule sur Gladys qui s'est passée en 2020. En fait, tout le projet au début, c'est-à-dire du début dont je vous parlais, les premières expérimentations en 2013 jusqu'à 2020, on était vraiment sur le Gladys de la bidouille, c'est-à-dire effectivement beaucoup plus de l'électronique, beaucoup moins de matériel grand public, beaucoup plus un public totalement développeur qui avait vraiment besoin de mettre les mains dans le cambouis. À maintenant où en fait en 2020, je suis reparti de zéro sur Gladys, c'est-à-dire vraiment j'ai réécrit Gladys de zéro, avec bien sûr D'accord. l'aide de la communauté. Et en fait, depuis 2020, on a une version 4 de Gladys qui est en fait un produit totalement différent. Et mon objectif, en fait, au fur et à mesure des années, c'est de me rapprocher d'un produit grand public que quelqu'un pourrait acheter, installer et utiliser sans avoir aucune compétence, c'est-à-dire oui, le même niveau de service qu'un HomeKit, qu'un SmartThings. Voilà. D'accord. Avec, Moi, j'ai une avec question. simplement un matériel dédié, du coup. Oui, Euh, exactement. Bah, tout comme HomeKit, par exemple, si on veut faire du HomeKit sérieux, il y a un matériel dédié qui est une Apple TV ou un HomePod. Pareil pour Google Home. Dans tous les cas, il y a quelque chose à la maison qui fait le pont entre les appareils qu'on a chez soi et l'utilisateur sur son téléphone qui contrôle l'appareil. D'accord. Et tu es seul sur le développement de Gladys ou tu as des aides, même ponctuelles, pour le développement ou depuis le début, tu as tout fait tout seul? Alors non, je suis pas du tout tout seul. Gladys, c'est un projet open source. Ça veut dire que tout le code de Gladys est disponible en ligne à la consultation, mais aussi à la modification. Et donc, j'ai toute une communauté qui existe depuis quasiment le début, qui m'aide au développement et qui développe que ce soit des intégrations, mais aussi des nouvelles fonctionnalités dans Gladys. Et ça, c'est pour moi la clé de ce projet, c'est que je pourrais pas avoir tous les appareils de la Terre chez moi, je pourrais pas penser à tous les cas, mais comme en fait il y a une communauté de gens qui eux rencontrent des problématiques différentes de moi et proposent des nouvelles améliorations, ben, je les intègre avec plaisir dans Gladys et ça c'est vraiment une partie importante du projet. Ouais, je ne suis pas du tout le seul à développer sur Gladys. D'accord, oui, c'est vraiment la force de la communauté open source et de tout ce qui se développe. Et est-ce que dans le cadre de ta vie, c'est quelque chose pour lequel t'arrives à vivre de Gladys? Pas du tout, c'est toujours un côté un peu projet communautaire que tu veux développer petit à petit. Qu'est-ce que tu ambitionnes un peu à ce niveau-là pour la suite? Alors, actuellement, en fait, je travaille à temps partiel sur Gladys. Donc, je fais moitié de ma semaine sur Gladys, moitié de ma semaine pour mes clients freelance. Ok, Effectivement, à terme, j'aimerais bien passer à 100% Gladys. Après, pour l'instant, effectivement, je pourrais pas en vivre à 100%, mais c'est quelque chose qui évolue très positivement sur les dernières années. Donc, en tout cas, moi, je touche du bois. J'espère qu'un jour, je pourrai vivre de ce projet, effectivement. ben écoute, on te le souhaite en tout cas. Moi, je pourrais pas aider hein, niveau développement et tout, je pourrais pas. Peut-être un peu plus Thierry, éventuellement. Thierry, si tu veux te lancer dans la communauté, fais-toi plaisir. ouais, Mais bah justement, moi, j'allais en je fait poser la question, parce qu'autant voilà, on essaie d'être un podcast général accessible à tout le monde, mais en même temps, comme on est sur un sujet particulier, on peut, et j'espère, avoir des gens un peu plus techniques. Ce n'est pas forcément prévu dans le conducteur, mais je pense que tu n'auras aucun souci à répondre à la question que je vais te poser. D'un point de vue technique, c'est basé sur quoi, on va dire, au niveau infrastructure, je pense au niveau langage, ce genre de choses, vraiment en 2 minutes. Hein, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais il y a pas, c'est pas l'objectif. Mais justement, si des gens nous entendent, se disent, ah, ben, j'ai des connaissances, je sais pas moi, par exemple, à titre personnel, c'est principalement le langage Python. Est-ce que c'est plus j'en sais rien, du JavaScript, du Rust, voilà, si tu peux juste donner deux, trois détails deux, trois Ouais. détails techniques, on va dire. Oui, alors en fait, Gladys, c'est en JavaScript à 100%, autant le front-end que le back-end. Donc le front-end, c'est une application Preact, c'est juste du React en fait, mais une version un peu plus légère. Et la partie back-end, c'est du Node.js. Donc on est sur du JavaScript front-end back-end, tout simplement. C'est une stack assez moderne et c'est vrai que
En tout cas, c'est une stack qui est très accessible et facile à développer, je trouve. D'accord, ok. Bon, je suppose que Sylvain, là, on t'a déjà perdu en l'espace de 15 secondes. Alors, pas tant que ça, parce que Ah, j'ai encore quelques petites notions, mais ça date d'il y a des années, des cours que j'avais eus. Mais non, non, mais c'est intéressant. C'est une bonne vision, je trouve. C'est accessible et ça permet aussi de faciliter les aides que la communauté peut apporter. Donc, c'est bien. et du coup, Tout à juste fait. d'un Bah, point de vue... Pardon, vas-y, excuse-moi. oui, non, j'allais juste dire, effectivement, dans Gladys, en fait, quand on a refait le reboot de Gladys en 2020, l'idée c'était vraiment de partir, et la tentation est souvent grande quand on est développeur de partir sur des trucs un peu exotiques en termes de techno, en termes de framework. Et là, en fait, on est vraiment parti sur quelque chose de très minimaliste et le plus répandu possible. On n'utilise que des outils qui sont utilisés par des millions de développeurs. Même pour le framework qu'on utilise côté backend, on utilise vraiment que le plus populaire qui puisse exister. C'est vrai que JavaScript, c'est le langage le plus populaire sur Terre, qui tourne sur vraiment tous les appareils de la Terre. Donc en tout cas, on a une communauté énorme qui peut nous aider, quoi. D'accord. Et au niveau matériel, donc quelqu'un qui veut justement participer, t'as pas précisé, mais tu disais la communauté, tu disais que c'était open source, donc j'imagine que vous êtes sur des solutions comme GitHub ou GitLab, j'imagine. Oui, GitHub, ouais. Voilà. Et donc du coup, donc on va dire, j'ai accès à GitHub, j'ai accès à ton site internet, on en parlera dans l'outro, bien entendu, pour les liens. Mais donc, comme on disait, il faut malgré tout installer la solution Gladys Assistant. Euh, du coup, je peux l'installer sur quel type de matériel ou quel type de solution? Alors, alors déjà, pour la partie, tu parles d'un utilisateur, on est d'accord. Un Quelqu'un qui utilisateur, veut. oui, oui, Ouais, pardon, pas en tant que développeur, je parle oui, pas encore développeur. peu déco, je me dis, OK, l'idée me plaît bien, je veux me lancer dans Gladys Assistant en tant qu'utilisateur, mais qu'est-ce qu'il me Ouais. faut pour pouvoir l'installer? Alors, ce que je recommande, en tout cas en 2025, c'est d'acheter un mini PC. C'est quelque chose, enfin, les mini PC, ils ont vraiment fait leur essor sur les dernières années. Il y a des marques comme par exemple Beelink qui proposent, voilà, des tout petits PC. C'est des PC qui tiennent, voilà, c'est la taille d'une main, quoi, on va dire. Tout petit, ils consomment pas grand-chose. Dedans, il y a tout qui est intégré, le stockage, le CPU, la RAM, tout est intégré. On peut en acheter sur Internet pour pas très cher, suivant la quantité de ressources qu'on veut sur ce mini PC. C'est vraiment pas très cher. Moi, j'en propose aussi un, ce que je vends sur mon site. Et donc, l'utilisateur a juste à acheter un mini PC, il le reçoit chez lui et ensuite il suit les instructions d'installation qui sont sur le site de Gladys. Et c'est relativement simple. Cette partie est encore un peu développeur, hein, ça on va être honnête. Après, peut-être qu'à terme, je proposerai un mini PC qui a déjà un Gladys installé dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour les D'accord. personnes un peu plus techniques, je voyais qu'il y avait possibilité d'installer via Docker, ou j'imagine peut-être via une machine virtuelle. Oui. En fait, tous les utilisateurs Gladys utilisent Docker, c'est-à-dire qu'on ne distribue qu'une image Docker. Docker, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un système de conteneurs Linux qui permet en fait de packager une application et ses dépendances dans une même image et d'envoyer ensuite cette image chez tous les utilisateurs. Et ça simplifie grandement la distribution de l'application et surtout sa mise à jour, vu que en fait, la mise à jour Docker, elle va être atomique. Quand le conteneur est mis à jour, on a la garantie que si ça fonctionnait en développement, ça fonctionnera aussi avec l'utilisateur final, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est un grand progrès par rapport à des déploiements à l'ancienne où effectivement on devait tout déployer individuellement et on avait des grandes différences entre la production et le développement. D'accord, ça marche. Sylvain, vas-y. Moi, j'ai deux petites questions. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure un peu de ta vision justement de la domotique et un peu de l'essor que tu espères pour Gladys. De manière plus générale, dans la domotique, qu'est-ce que tu penses que ça va pouvoir apporter par la suite au quotidien? Et est-ce que toi, éventuellement, tu as d'autres projets dans le cadre de la domotique ou ailleurs que tu aimerais peut-être mettre en place? Alors, tu disais, ouais, quels sont les avant, enfin, quels sont les. Tu veux que je donne des exemples spécifiques de scènes domotiques, par exemple?
Ouais, ou l'avancée, un peu le futur de la domotique, parce qu'on voit que ça se développe de plus en plus. Il y a des normes comme Matter qui sont sorties, voilà, essayer d'interconnecter tout ça peut-être plus facilement. Est-ce que tu penses que ça va encore se développer de manière exponentielle et que ça peut apporter au quotidien, voilà, puis si tu as une scène dans le futur, admettons, qu'est-ce qui pourrait gérer en termes de domotique? Ouais, bah alors effectivement, tu parles de ce protocole Matter. Moi, j'ai des très grands espoirs dans ce protocole pour unifier justement tous les appareils de la maison connectée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs protocoles qui existent, pas trop d'unification entre les constructeurs, et même au sein des protocoles existants, il y a beaucoup de différences, ce qui rend le développement très compliqué. Et un peu, ça rend un peu, enfin, c'est un peu le bazar pour l'utilisateur qui veut essayer d'acheter des appareils. Des fois, il en achète qui sont pas compatibles avec sa maison connectée. Bon, c'est un peu un bazar. Et donc, je pense que Matter, ça va vraiment, en tout cas, je l'espère, révolutionner cette partie. Et je pense qu'à terme, on va arriver à un stade où, en fait, tous les appareils qui seront vendus dans le commerce seront connectés de base, peut-être avec Matter, peut-être avec un autre protocole si c'est un autre qui gagne. Mais je pense qu'à terme, il n'y aura plus de questions à se poser. Tout comme aujourd'hui, on achète un ordinateur, on ne se demande pas s'il est connecté en Wi-Fi. On sait que tous les ordinateurs ont le Wi-Fi. Je ne vois pas un futur où les appareils vendus dans le commerce, que ce soit des ampoules, que ce soit une machine à laver, un lave-vaisselle, ne soient pas connectés. Je pense que tout sera connecté par défaut et que ce ne sera pas une question, quoi. Ok. Voilà. Et donc Et après, pour les cas d'usage, pour moi, ils sont infinis et il va y avoir un développement. Je pense vraiment qu'on est encore au tout début de la domotique. Euh, je disais déjà ça en 2013, mais je pense qu'à l'époque, ça n'existait même pas en fait le vrai concept de la domotique. Là, on est encore au tout début et je pense que même dans 10 ans, on sera peut-être encore au tout début. Mais je pense que quand tout sera connecté, effectivement, on aura des scénarios assez infinis et euh, assez intelligents sur tous les domaines de la maison, que ça soit pouvoir faire des économies d'énergie en réfléchissant mieux aux usages, c'est-à-dire avoir plus de données sur vraiment notre consommation énergétique. Ça, il y a un vrai sujet sur la partie consommation. Sur la partie IA, en ce moment, il y a un vrai boom de l'IA et tous les projets domotiques investissent des ressources dans le développement de l'IA au sein de la domotique parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Dans Gladys, par exemple, on peut créer des automatisations dans Gladys qui vont demander à l'IA d'analyser des situations. Ça peut être analyser une image de caméra, ça peut être analyser l'état de la maison et demander à l'IA de faire une action en fonction de ce qui se passe. Et donc, on va vraiment, là où par exemple, aujourd'hui, quelqu'un de fortuné va avoir un gardien pour sa maison, on peut imaginer que dans le futur, tout le monde ait un gardien chez soi, mais ce gardien, ça soit une IA, et donc pour un coût quasi gratuit, quoi. d'accord. Voilà. Ok. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Parce que moi, il y a plein d'usages ouais, auxquels je ne pense pas du tout, comme ceux que tu viens de citer. Et toi, est-ce que tu as d'autres projets en plus de Gladys, peut-être dans la domotique ou autre, où tu te dis, tiens, si j'avais un rêve, j'aimerais bien développer quelque chose dans ce domaine-là? Alors, pas tellement, je suis vraiment à 100% sur Gladys, et si j'ai un projet, en général, je le développe via Gladys. Ok. Euh, donc, non, pas tellement. Et dans le cas de Gladys, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc tu disais 2020, donc la version 4 et donc l'aspect plus orienté utilisateur finaux que développeur. Quel Ouais. est finalement l'avenir pour Gladys? J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il y a, je dirais, 2, 3, 4 jours, quelque chose comme ça, justement avec des intégrations de ChatGPT, etc. Tu parlais de l'IA. Quels sont un peu les projets sur... et d'ailleurs, est-ce que vous vous projetez justement sur 6 mois, un an ou plus, ou est-ce que c'est à la demande? Voilà un petit peu l'évolution du produit Gladys à terme. Alors, Gladys, il faut savoir qu'on développe en permanence. Il n'y a pas de grosse version. C'est-à-dire, on ne fait pas une version par an, une version par 6 mois. On fait une version quasiment toutes les 2 semaines. C'est pas fixe, mais c'est en général toutes les 2 semaines. C'est-à-dire qu'on développe des fonctionnalités. Moi, je développe au quotidien. Et en fait, dès que je sens qu'il faut packager tout ça dans une version, je sors une nouvelle version. Et donc, en général, ça fait à peu près voilà, une toutes les 2 semaines. Donc, on va dire ouais, 24 releases par an, un truc comme ça. Euh, donc ça, c'est pour le cycle de développement. Après, Mhm. dans les projets en cours,
Comme je disais, donc Matter, pour moi, c'est un gros sujet qui va dominer en 2025 et pour plus tard. Donc c'est un truc que je suis en train de commencer, que je commence la semaine prochaine. Et alors ça, j'ai l'habitude, quand je me lance un peu sur un nouveau projet, en général, je fais un live YouTube où ça peut m'arriver de faire 7 heures de live YouTube où je fais où je développe en fait, je fais le développement, le début du développement en direct sur YouTube et comme ça la communauté peut réagir, peut voir en fait comment je développe et ça souvent ça donne des idées à d'autres et ça donne envie de participer au projet. Donc là je fais ça Yes. la semaine prochaine, donc sur Matter. Après, la partie IA, je la développe énormément dans Gladys. Je l'ai sorti il y a assez longtemps au final, dès le début de ChatGPT. Alors, je crois que ChatGPT existait même peut-être pas encore à l'époque. En tout cas, c'était l'époque où il y avait l'API d'OpenAI, donc GPT-3, ça s'appelait juste GPT-3 à l'époque. Et donc ça, en fait, dans Gladys, on a la possibilité de discuter avec Gladys, par exemple, par message. J'envoie un message à Gladys, je peux lui demander de me montrer la caméra du salon, je peux lui demander quelle température il fait dans le jardin, je peux lui demander plein de choses. Et ça, à distance, elle peut le faire. Euh, donc toute cette partie de chat, elle existe depuis un bout de temps. Et après, comme je disais un peu avant, la partie proactive dans les scènes, pouvoir faire des automatisations où l'IA, en fait, peut réagir à une situation, quelque chose d'assez nouveau que j'ai développé en fin d'année dernière. Et ça, c'est vraiment chouette et on voit des usages vraiment intéressants avec la communauté. Là, par exemple, j'avais un utilisateur qui, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est il met une caméra devant son compteur, je crois, de gaz ou d'eau, je sais plus. Et en fait, la caméra prend une photo à intervalles réguliers et il demande à l'IA de réagir à la position du compteur pour. Non, je crois que c'est un compteur de pression, quelque chose comme ça. Il veut réagir, en fait, si la pression est trop élevée, recevoir une alerte, carrément couper quelque chose. Ça, il peut le faire avec une IA qui regarde l'image en permanence, quoi. Donc, super intéressant. Il y a beaucoup de cas sur l'IA qu'on développe, qu'on va développer en 2025. Après, la partie, je disais, économie d'énergie est vachement présente dans Gladys et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à développer. On peut déjà connecter son compte Enedis dans Gladys pour après voir sa consommation. C'est quelque chose qui est vachement pratique et je sais que par exemple, il y a des utilisateurs qui se font des automatisations pour, par exemple, je dirais tout ce qui est machine à laver, recevoir des alertes quand la machine est terminée, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien présent dans Gladys. Et après, des projets, en fait, on en a des centaines. Sur le forum, en fait, on a une catégorie qui s'appelle demande de fonctionnalité. Et n'importe quel utilisateur Gladys peut venir écrire une demande de fonctionnalité et ensuite toute la communauté peut voter pour ensuite faire monter les demandes. Et après, que ce soit moi ou que ce soit d'autres développeurs Gladys, on voit les fonctionnalités les plus demandées. Et si ça fait sens de les intégrer dans Gladys, ben, on les développe. Et en tout cas, on sait que c'est ça qui va faire le plus plaisir à la communauté. Donc, des projets, en tout cas, il n'en manque pas sur Gladys. Ok, ouais, c'est quasi infini de toute façon. Ah bah c'est infini, de toute façon, plus on en fait et plus les gens demandent, mais c'est super, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une très très bonne chose. Et j'ai hâte de voir l'évolution et qu'on te reçoive peut-être dans une nouvelle interview et qu'on fasse le bilan avant-après. Ça pourrait être intéressant. Ouais, alors cette partie, si, si ça t'intéresse, je fais tous les ans un live en fin d'année, enfin en général plutôt en début d'année, où je fais un peu le Ouais, bilan de l'année passée. ok. Je reviens sur absolument tout ce qui s'est passé, le nombre de releases, les grosses fonctionnalités qui ont été sorties, mais aussi les chiffres. Hein, je suis transparent sur tout, le chiffre d'affaires du projet, vraiment absolument tous les aspects du projet, je le partage et on tient un live tous les ans. Et tout ça, c'est toujours sur YouTube et sur mon site. Du coup, pour les gens qui veulent revenir dans le passé et voir chaque année ce qui s'est passé, enfin, il y a vraiment un développement continu et Gladys n'est jamais abandonné. Son travail à temps partiel dessus, donc faut bien que je m'occupe. Ok. Et puis on pourra même nous, avec nos réseaux, regarder et mettre en avant ton lien au moment où ça sort. Ça peut être intéressant. Je vais regarder ça. C'est clair. Et moi, je pense dans la journée aller m'inscrire sur le forum pour suivre tout ça. Ça va me donner aussi des idées à titre personnel. Donc, ok, d'un point de vue technique du coup, ou de manière générale sur Gladys, est-ce qu'il y avait des aspects qu'on aurait éventuellement oubliés que tu voulais signaler, ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, pas d'un point de vue technique, mais peut-être plus sur les cas d'usage. J'ai pas beaucoup parlé effectivement d'exemples Oui, d'automatisation qu'on peut mettre en place.
Je peux parler un peu de mon cas personnel. Chez moi, j'ai vraiment poussé l'automatisation à l'extrême. C'est-à-dire que tout chez moi est connecté, que ce soit les ampoules, les interrupteurs. Il y a des capteurs dans vraiment toutes les pièces. Je peux vraiment en fait construire ma vie autour de la donnée et en fait être capable de mesurer absolument tout. Et donc chez moi, vraiment tout est connecté. Je vais donner quelques exemples d'automatisation que j'ai à la maison. Par exemple, voilà, dans la chambre et dans la chambre d'amis, la lumière, quand on l'allume, en fonction de l'heure de la journée, va s'allumer différemment. Ça peut être soit une bande de LED sous le lit pour la nuit. En journée, ça va être le plafonnier qui s'allume en lumière normale. Pareil pour toutes les pièces, genre salle de bain, toilette, couloir, tout va s'allumer avec des luminosités réduites quand on est en soirée, pour qu'on puisse s'endormir plus facilement et être plus calme le soir. Surtout, on sait très bien que sortir de la chambre la nuit pour aller aux toilettes et que la lumière soit à pleine puissance, c'est pas agréable. Donc ça, c'est des petits ajouts du quotidien qui sont hyper pratiques. Un exemple aussi tout simple, dans la salle de bain, on a plusieurs lumières. On a une lumière au-dessus du miroir et en fait, quand on quitte la salle de bain, en général, ce qu'on veut, c'est que quand on éteigne la lumière, ça éteigne vraiment toutes les lumières. Et ça, c'est pas possible quand on a un réseau électrique traditionnel. Et là, en fait, on a un bouton connecté qui, en fait, quand on appuie sur le bouton, Gladys, elle sait qu'elle doit couper absolument tout dans la salle de bain. Donc, il y a pas à devoir retourner à côté du miroir pour éteindre le miroir. C'est plus pratique. Pareil, à côté de la porte d'entrée, ça, c'est, je pense, ma fonctionnalité préférée. Alors, j'ai un bouton qui éteint tout l'appartement, tout l'appartement. Et donc, quand je pars, j'appuie dessus. Ça éteint vraiment tout l'appartement, que ce soit les lumières, la musique, les prises. Et donc, je vais pas me balader partout pour vérifier que j'ai pas laissé quelque chose allumé. Là, c'est vraiment sûr et certain, tout est éteint. Ok, Voilà pour intéressant. quelques exemples. Mais donc, ça, des petits exemples comme ça, il y en a des dizaines. Et moi, des fois, je m'en rends pas compte, mais quand des gens viennent chez moi, ils se rendent compte à quel point c'est agréable, ces petits détails du quotidien. J'ai un mode cinéma, par exemple, pour regarder un film qui va vraiment tout couper et on n'a pas à se relever. Et ça, c'est vraiment Ouais. agréable. C'est des petits trucs de flemmard, mais qui, au final, tous les jours, sont agréables à utiliser. Et puis toute la partie capteur, donc le suivi de plein de valeurs dans la maison, que ce soit température, humidité, les classiques, mais aussi qualité de l'air. On se rend compte de choses dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, quand on fait la cuisine, faire cuire par exemple du bacon, ça va faire monter le niveau de particules fines dans l'appartement de manière monstrueuse. Et c'est vrai que si on n'en a pas conscience grâce à des capteurs, on peut laisser l'appartement dans cet état-là et ça reste le temps que la ventilation le sorte. Là où avec la domotique, on peut avoir des alertes, se rendre compte directement, ouvrir un peu la fenêtre. Et c'est des petits trucs confortables, quoi. Ouais, ben c'est Oui, et plein de qui petites effectivement. choses du quotidien qui facilitent, hein. Ça existe déjà, il y a le côté, je pense que quand on aime ce genre de choses, le côté un peu gadget, se dire je vais développer tout un tas de choses, et puis après, bon, bah, si ça peut éviter de se relever ou de faire des contrôles ou d'oublier d'éteindre une lumière, il y a un côté pratique et économique en plus. Tout à fait. Et par exemple, pour les pièces de passage, nous, on a des capteurs de mouvement qui sont avec une durée de 1 minute. Et c'est vrai que par exemple, on a déjà tout ça dans les couloirs d'immeubles, les lumières sont automatiques, il n'y a plus d'interrupteurs parce que les gens sinon oublient de les éteindre. Et bien en fait, chez moi, c'est pareil, dans les pièces de passage, c'est des capteurs de mouvement qui allument et qui du coup, éteignent 1 minute après. Et c'est vrai que quand on va par exemple dans le cellier, poser les courses, ce genre de choses, souvent on a les mains prises, c'est plus pratique que ça s'allume et quand on part, ça s'éteigne. Et ça fait des vraies économies, je pense, sur le long terme. Ok. Thierry, tu avais peut-être une question? Non, non, je rigolais pendant les explications parce qu'il y a une série de choses que j'ai mises également chez moi. Et c'est marrant quand on parle des exemples, on cite les lumières, on l'avait dit dans notre épisode précédent. C'est peut-être parce que justement, c'est la chose finalement la plus concrète et visible. Mais par contre, l'histoire du capteur de particules fines, je l'avais jamais pensé. Et là, à défaut d'un côté pratique, on est même sur un aspect santé. Donc, preuve que la domotique Mm. peut être utile pour plein de sujets. Ouais. Et par exemple, on parlait de capteurs de particules fines. J'ai aussi un capteur de CO2 dans mon bureau. Et en fait, quand on travaille dans une pièce qui des fois est fermée parce qu'on est en appel, le CO2 s'accumule très vite. Et très vite, c'est prouvé qu'on ne peut pas travailler dans une pièce saturée en CO2. On a vite le cerveau qui va exploser. Et moi, j'ai ce capteur qui m'alerte assez rapidement
dès que la pièce est saturée. Et en général, là par exemple, pour l'enregistrement de ce podcast, je pense qu'on est à un niveau assez élevé. Voilà. Et D'accord. donc, euh, et donc ça, c'est super pratique au quotidien. Ça me rappelle tout simplement juste d'ouvrir la fenêtre et, et c'est pratique, quoi. Ok, et ben effectivement, comme tu dis, on a pas mal discuté et du coup, euh, on va clôturer un petit peu cet épisode, mais avant ça, tradition oblige, à chaque fois qu'on fait une interview, alors sur le coup là, on t'a prévenu un petit peu avant, en te demandant de nous proposer un sujet pour un prochain épisode. Est-ce que du coup, tu as eu l'occasion d'y réfléchir? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Et c'est à ce moment-là, généralement, que Sylvain et moi, on se met à trembler. Oui, alors j'ai pensé à un sujet. Et moi, je propose un sujet sur, au fait, c'est quoi un réseau de chaleur urbain? Je sais pas déjà si vous savez, si vous connaissez et si vous. Pas du tout. Alors attends, hop, je note directement en temps réel. Hop. Eh ben, vous euh, verrez, c'est très intéressant. Moi, je connaissais pas non plus, mais j'ai déménagé à Montpellier, une ville qui a un réseau, enfin, un et plusieurs réseaux de chaleur urbain. C'est passionnant. Je vais pas faire l'épisode pour vous, donc je vous dirai pas tout, mais vous verrez, c'est très intéressant. Ok, ben écoute, non, alors je t'avoue que là, comme ça, je sais pas du tout, je pense comprendre un peu le concept, mais écoute, avec plaisir, Oui, on va développer ça et on va sortir dans peu de temps l'épisode. bah, vous m'enverrez ça et j'écouterai ça avec plaisir. Même si maintenant je connais assez bien, vu que je me suis renseigné depuis. Bon, bah top. Oh, tu pourras nous dire si c'est pertinent ou pas du tout. En tout cas, merci beaucoup pour ta proposition. Est-ce que Thierry, tu as d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer à notre outro après le générique? Non, moi c'est bon. Effectivement, on peut passer à notre outro. Et puis donc pour nos auditeurs, vous aurez les informations pour joindre au fait c'est quoi comme d'habitude. Et puis restez encore plus que d'habitude, puisque Pierre-Gilles va pouvoir aussi du coup nous donner les informations par rapport à Gladys. À de suite. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Pierre-Gilles, on va te laisser commencer. Parle-nous un peu de ton site, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, voilà. Dis-nous tout. Alors, vous pouvez retrouver Gladys sur le site gladysassistant.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, donc Twitter, Gladys Assistant, Instagram, Gladys Assistant. Et sinon, vous pouvez venir sur notre communauté en ligne. Le forum est accessible depuis le site. Et c'est là que vous pourrez poser toutes vos questions sur la maison connectée. Si vous voulez mettre en place Gladys chez vous, il y a une communauté qui est là et toujours présente pour répondre à toutes les questions. Très bien. Nous concernant nous, comme d'habitude, on peut nous retrouver sur X, anciennement Twitter. Le compte est géré de main de maître par Thierry qui nous cite, qui nous retweet, qui nous tag et qui donne pas mal de vie. Pour le reste, Thierry, je te laisse parler de nos sites. Oui, après nous, les auditeurs, ils ont l'habitude, hein. Le plus simple, c'est notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr et qui permet du coup de retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube, comme dit par Sylvain, notre compte X, anciennement Twitter, j'aime bien le dire à chaque fois, et puis notre page Facebook. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Hein, on a changé depuis quelques épisodes, je pense que vous le savez maintenant. Et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Pierre-Gilles, de ta participation à notre podcast et à plus dans le bus. Merci Merci. Pierre-Gilles, à bientôt.